Pour Charles Massat, il n'existait que deux catégories de femmes, les matrones et les dolis. Il n'aimait pas les matrones, il raffolait des dolis. Et cela depuis son premier flirt. Anita Doolittle, créature plus dorée que du sirop d'érable, et qu'il avait rencontrée à Eastbourne, Sussex, un été avant la guerre. Après Anita, il y avait eu Pam, Eliane, Marie-Chrysanthème, Kim, Éléonore et Betty Dou. Elles ne se connaissaient pas, elles venaient toutes de contrées différentes, le Danemark, le Kentucky, Bordeaux, le Ranelagh ou Saint-Germain-des-Prés. Cependant, sur leur passeport, on aurait pu inscrire d'identiques signes particuliers. Yeux, habités par la carpe bleue de l'innocence, jambes longues, cheveux longs, appétit faible. À quoi s'ajoutait, mais notons cela sur les passeports, une manière de génie pour faire des gaffes et un génie plus remarquable encore pour les recommencer. Quand il prit congé de Betty Lou Candy, elle était chanteuse à la Mazette rue de Bussy, à la fin d'un dîner où elle n'avait mangé qu'un yaourt aux myrtilles, Charles décida que la Dolly qui prendrait la relève serait la bonne, la vraie de vraie, la définitive Madame Charles Massat. Le destin généralement favorise les projets matrimoniaux des donjons. 3 jours après qu'il eut décidé de ferrer pour de bon son prochain poisson Dolly, Charles rencontra Ada Denival au cours d'une chasse au canard en Picardie. Ada était picarde par son père, florentine par sa mère, elle portait des bottes à revers comme dans un roman de cap et d'épée et un bonnet de fourrure style Davy Crockett. Lorsque, au château de Nival, après la chasse, elle enleva ce bonnet devant un feu de bois, ses cheveux tombèrent de chaque côté de son visage, et ce fut aux yeux ravis de Charles, comme 2 chutes de sable, 2 ailes brusquement libérées, 2 claques d'or. Il dit « Recommencez, voulez-vous » Ada ne se fit pas prier. Bien installée dans la lumière flatteuse du feu, un pied sur un chenet de cuivre, elle remit le bonnet de fourrure, puis, le temps d'un battement de cils ou d'un roulement de tambour, elle l'enleva. Sable, aile, claque. De nouveau Charles fut comblé. Il décida de brasser les événements, et sans plus attendre, tandis qu'on dégustait le vin chaud à la cannelle, il posa son questionnaire favori afin de se rendre compte si Ada, Dolly de choc pour le physique, l'était aussi pour le moral. Les réponses qu'il obtint dépassèrent ses plus folles espérances. Aimez-vous Chateaubriand? Oui, mais il faut qu'il soit très petit, très cuit, et qu'il ait goût d'autre chose. Quel est votre musicien favori? Charles Bois, je l'adore. Et votre écrivain? Ah, je n'en aime qu'un, celui qui a écrit Dracula. J'adore Dracula. Quels sont votre plus fort désir et votre plus grande peur? C'est pareil. J'ai peur et envie de la même chose. Un homme dans mon lit. Le soir même, vers 11h30, quand sauta le bouchon du premier cidre de la soirée, Charles Massat demanda à la blonde Ada Denival, précieux cancer ascendant Verseau, d'accepter sa main de bélier ascendant Capricorne. Et, tandis que, toute recueillie, elle lui tendait sa bouche pâle à baiser, il posa son majeur trempé de cidre derrière l'oreille de la jeune fille qu'elle était encore. 3 mois plus tard, ils se mariaient à eux. À eux, où Victoria et Louis-Philippe, pour signer l'entente cordiale, burent, non pas du cidre, mais du thé de Ceylan. Et, cette nuit-là, dans le lit nuptial, entre elle et son mari, elle installa un cheval en peluche bleue. Il s'appelle Dracula. J'espère que tu vas l'aimer. Il nous portera bonheur. Charles accepta Dracula.
Il aurait tout accepté de son épouse de lit. Elle croulait dans ses bras si moelleusement, elle sentait l'abricot, la brioche que l'on sort du four, et cette fleur des dunes que l'on appelle bourlourette. Elle dormait 11 ou 12 heures de rang, immobile dans le doux flot de ses cheveux, et au réveil, elle racontait ses rêves, les traduisait, cela durait des heures. Six semaines environ après leur mariage, elle commença de parler de leur enfant, un garçon, Laurent Fulvio Alexandre. Il venait lui rendre visite chaque nuit dans ses rêves. Il était capricorne, ascendant lion, donc beau, câlin, fougueux, farceur, raffiné, un peu secret, mais très profond, et même génial. Il inventait des avions étranges, très confortables, que tout le monde, même sa mère, devait pouvoir piloter. Et il montait à cheval. C'était un cavalier extraordinaire. Pour le moment, il ressemblait à Charles, bien qu'il fût blond et qu'il eût le menton de Nival, avec une fossette au milieu. Ensorcelé par la frêle voix et les fables, Charles prit l'habitude quotidiennement de demander à sa femme comment se portait Laurent Fulvio Alexandre. Comment il s'était conduit durant la nuit, où en étaient ses avions dingues et ses prouesses hippiques. Il était très heureux, Charles, et pas impatient du tout de voir un nourrisson aux yeux hagards, aux gencives crues, remplacer le cavalier qui caracolait dans les songes d'Ada. Cependant, 1 an plus tard, les récits matinaux de celle-ci se mirent à changer. Et un matin... Tu sais, Charles, finalement, Laurent Fulvio Alexandre m'embête. Avec ses avions bidons et ses concours hippiques de crétins. Tu as envie d'un vrai Laurent Fulvio Alexandre? Oui, Charlot. Oui. Oui. Mais Charles Massat eut beau aimer avec la plus généreuse tendresse sa Dolly de femme, rien ne vint consacrer cet amour. Je veux dire, nul fruit, nulle promesse, nul espoir d'un petit garçon qu'à présent Charles appelait Elefa. Tout simplement. Les rêves d'Ada, un temps régénérés, s'étiolèrent à mesure que les jours puis les mois passaient, lui refusant tout gage de fertilité. Un matin, elle déclara tout de go à son mari. « J'ai encore vu cette nuit notre abruti de LFA. Il était gros, il était même bouffi. Il avait des poils partout, sur tout le corps et même sur la figure. Je crois bien que c'est un loup. J'espère ne plus jamais rêver de lui. » Un loup. Madoli, oublie-le. Oublie ce vilain LFA qui se déguise en loup pour te faire de la peine. Ce fut la dernière fois que la triple initiale fut proférée par l'un ou l'autre des époux Massat. Charles et Ada n'auraient pas demandé mieux que leur tête-à-tête se transformât en cercle de famille. La nature faisant la sourde oreille, ils n'en continuèrent pas moins à s'estimer privilégiés et se comportèrent en conséquence. Leur mariage prit 3, 6, 8, 11 ans. Ada demeurait exquisement belle, candide, fragile. Ses cheveux conservaient leur lustre de satin. Charles, de son côté, offrait à ses amis et connaissances l'image du séducteur indestructible. Quand ils s'étaient mariés, les plus sévères avaient reconnu « ça, c'est un mariage assorti ». 10 ans plus tard, les mêmes s'inclinaient encore. Les Massat, c'est le couple idéal. Et puis, ce que d'aucuns nomment l'inévitable, et les autres, au contraire, l'accident imprévisible, s'abattit sur ce couple, ce roman. Un matin,
Repoussant d'une main distraite son verre de kéfir, Ada confia à Charles que toute la nuit, elle avait rêvé d'un homme. Un homme de quelle époque? La nôtre. Serait-ce moi par hasard? Non, Charlot, toi tu n'es pas un homme. Je veux dire, tu es mon mari. C'est mieux, mais c'est différent. Ah, ouf. Charlot. Les yeux d'Ada étaient doux mais fixes, et un peu dilatés comme ceux des chats qu'anime une secrète convoitise. Charlot, écoute. Je voulais pas t'en parler avant d'avoir rêvé de lui. Il y a un homme qui m'aime. Il me l'a dit il y a 18 jours à un cocktail où tu n'es pas venu. Chez les Boulards. Il te l'a dit en te voyant? Bigre, c'est un homme pressé, mais il a du goût. Ne ris pas, Charlot, c'est pas drôle. Il me l'a redit qu'il m'aimait, cet homme. 17 fois. Tous les jours, il me téléphone et il répète ça. Vous ressemblez à une libellule, à une comète, je vous aime. Non seulement il a du goût, mais il a de l'imagination. Madeleine, tu ne veux pas me le présenter, mon rival? Nous pourrions fonder un club. Les fans d'Ada. Charlot, ne te moque pas, c'est pas gentil. Parce que ça m'embête, tu sais. Ça m'embête de te le dire. Mais à toi, je peux pas raconter de mensonges. Quand il me téléphone, ça me plaît. Ça me plaît terriblement. Elle secouait ses cheveux et fronçait les sourcils, comme s'il souffrait un peu. Et Charles adora d'avoir, à 30 ans, la même grâce, la même fraîcheur qu'à 18, et apparemment les mêmes cas de conscience. Il l'écouta analyser son état d'âme de sa mince voix enfantine, et il demanda même des détails. Il apprit que l'homme dont Ada rêvait était peintre, mais pas un peintre très fameux, plutôt un peintre méconnu, qui n'était ni brun ni blond, plutôt beige, ni grand ni petit, plutôt moyen, ni beau ni laid, plutôt ordinaire, ni riche ni pauvre, enfin, quand même sûrement plus pauvre que riche. Et séduisant? Non, pas vraiment. Mais alors, Madeleine, qu'est-ce qui te plaît en lui? Tu vas me gronder, Charlot, mais c'est justement parce qu'il n'a presque rien pour plaire qu'il me plaît. Ah. Et comment s'appelle-t-il, cet ange de la médiocrité? Raoul. Mais je l'appelle jamais comme ça. Il a un surnom. Qu'est-ce que c'est? Rara? Raoulito? Non, c'est Alyosha. Alyosha? Mais c'est le diminutif d'Alexandre. Je pensais que tu en avais fini avec tous les Alexandres. Moi aussi. Et puis, tu vois, il ne faut jamais jurer de rien. Elle prononça ces derniers mots très bas, mais tout en elle, de ses yeux baissés à son corps abandonné en travers du lit, respirait la fatalité. Charles, pour la première fois de sa vie, un peu alarmé, la prit dans ses bras, et elle répondit à cette étreinte avec la fougue des femmes que picote une tentation, que sollicite une autre image. Cependant, de toute la semaine suivante, elle ne parla pas du peintre méconnu. Puis, un soir, un vendredi, Ada reçut son mari, avec le discours type des femmes qui ont, selon l'expression traditionnelle, décidé de se jeter à l'eau. Charles, je t'aime.
Mais je pars. Ne m'empêche pas, Charles. La vie, c'est la vie. J'espérais que je couperais à ce genre d'histoire, mais tu vois, je n'y coupe pas. Alors laisse-moi faire mon expérience. Si je dois payer, je payerai, et ce sera tant pis pour Ada moi. parla au moins 20 minutes. Et Charles encaissa avec sa patience coutumière et gaillarde. Il trouva le discours un peu long et On verra pas bien. drôle, mais aussitôt il imagina le petit numéro de société qu'il pourrait en tirer et les rires de ses amis. Bref, il commença par ne pas y croire, et il proposa à sa fantasque Dolly un dîner d'amoureux dans leur bistrot favori. Puis, une fois là, à la faveur d'une tarte au citron, il demanda, mine de rien, si le départ d'Ada ne pouvait pas attendre. Ah non, Charles. J'ai rendez-vous demain, à 2h de l'après-midi. Tu pars pour longtemps? 3 heures? Une soirée? Un week-end? Le temps qu'il faudra, je sais pas exactement. Je veux savoir. Tu comprends, Charlot? Je veux savoir. Tu veux savoir quelque chose, toi? Attends, voyons, ce n'est pas digne de toi. Charles Massa, tu as tort de te moquer. Je veux savoir qui je préfère. Lui ou toi? C'est normal, non? C'est renversant. Cette nuit-là, il but. Il but n'importe quoi. Puis, de retour chez lui, il aima sa femme qui se laissa faire très joliment. Puis, il se leva pour boire de nouveau. Puis, il aima encore sa femme qui somnolait un peu rompue, le nez sur son cheval en pluche bleue. Et l'aube le trouva assis, méconnaissable, regardant avec passion Ada qui dormait, la soie de ses cheveux versée sur une joue et son souffle régulier soulevant une mèche qui avait l'air de voler comme un papillon de nuit. Vers 10h30, Ada se réveilla, commenta ses rêves à l'accoutumée. Charles lui renvoya la balle comme si rien n'avait changé dans leur existence, comme si cette journée devait ressembler à toutes les journées de leur vie. Il était beau, bien rasé, élégant, attentif, courtois. Charlot, tu es un gentleman. Là, Charles eut carrément envie de crier, de casser quelque chose, de défoncer la porte, le lit, ou plutôt les valises qu'Ada avait préparées dans la salle de bain. Il se contint, n'étant pas de ces hommes que l'on traite impunément de gentlemen. Dans un rire un peu forcé, pas trop, avec un sourire loyal, pas tellement loyal au fond, il demanda. « Tu me laisses ton cheval bleu? Ça te ferait plaisir? Ça me fera du bien. » Alors je te le donne. Je te donne Dracula pour de bon. Tu le mérites. Le mot de mérite se balança un instant dans le silence du fumoir, et Charles le reçut comme un coup. Ce qui lui fit fermer les yeux, oh pas longtemps, le temps de crever de chagrin, puis de se relever vaillamment. Embrasse-moi encore. Il reçut alors ce qu'il avait su éviter jusqu'ici, un ballot rose et bleu et tiède et merveilleux, et qui pleurait calmement. Je t'aime tant, Charlot.
Alors ne pars pas, mon amour. Il le faut, Charlot. Il le faut. Je t'en prie, aide-moi. Tous ces grands vocables dans la bouche de sa Dolly, Charles n'en revenait pas. Au-delà de sa peine, il y avait sa surprise. Et c'est sans doute ce qui l'incita à se conduire bien plus follement encore qu'un gentleman, comme un automate. Il installa dans sa voiture les valises d'Ada, après les avoir bouclées lui-même, puis les portières fermées et le moteur en marche. Il s'entendit questionner. Où allons-nous? 32 rue des Fossés Saint-Bernard. C'est à côté du jardin des plantes. Je sais. Quand ils débarquèrent à l'adresse indiquée, ils eurent droit à des travaux, par conséquent à des pavés, à des barricades et à de la boue. Comment aurais-je de tes nouvelles? Mais je vais te téléphoner. Demain matin. D'abord, je dois te raconter mes rêves. Tous les jours. Tous les jours. Et puis, il faut que nous prenions rendez-vous. Oui, tout de suite. Non, demain. Non, tout de suite, ma Dolly. Bon, si tu veux. Je peux pas te refuser ça. T'es si bien, si épatant, Charles. Alors, disons, rendez-vous mercredi? Je ne peux pas attendre jusque-là. Dimanche. Non. Lundi. Patiente jusqu'à lundi, Charlot. Et invite-moi à dîner. À 9h. Dans notre bistrot. Mais avant, je te téléphone, tu penses? Tous les gestes qui suivirent, Charles les exécuta dans l'épaisse brume du cauchemar. Il prit les valises d'Ada, buta contre une barrière rouge et blanche disposée autour d'une vaste excavation dans le trottoir, aida sa femme à passer par-dessus une flaque marécageuse, puis, hésitant à chaque marche entre l'envie de hurler et celle de courir comme un brûlé à l'autre bout de la rue, de la ville, du monde, il suivit Ada jusqu'au 3e étage d'une maison triste, étroite et humide, comme dans les films policiers ou les romans du même genre. Quand elle annonça, « C'est ici », avec sur son visage un sourire angélique, il répondit très bref. « À demain. » Et il décampa. Rentré chez lui, chez eux, il fit le tour de l'appartement à l'allure d'un malade qui, se sachant à l'agonie, ne veut plus que son grappin. Il se refusa toute nourriture, but en revanche tout ce qu'il trouva, et finit par s'endormir tout habillé et très ivre, Dracula le cheval bleu écrasé dans ses bras. Ce fut la voix d'Ada qui le réveilla au téléphone vers 8h du matin. Que je te raconte mes rêves, mon Charlot. À cette heure-ci? Pourquoi? Il est si tôt que ça? Oh, écoute, j'ai tant besoin de te raconter. Elle n'avait besoin de rien. Et son babillage ne fut pas plus extravagant que d'habitude. Néanmoins, il resta suspendu au téléphone pendant près d'1 heure, entrecoupant ses récits de phrases tendres et même de conseils. Ada conseillère. À cette idée, Charles se sentit un peu renaître. Il décida de lutter avec autant d'adresse que d'énergie et de gagner sa victoire, c'est-à-dire de regagner sa femme avant 8 jours. Et pourquoi pas dès le lundi, date de leur prochain rendez-vous.
Je l'enfoncerai, ce Raoul à la noix. Puis, le lundi, son cœur battant à se rompre, il arriva dans leur bistrot. Ada était là, les cheveux peut-être moins luisants que d'ordinaire, mais pour le reste inchangés. Elle pépia, elle rit, elle feignit tout son poulet au fromage et but son verre de vin aux 3/4. Mais, quand plus ému encore que le jour où il l'avait demandé en mariage au château de Nivelles, il lui dit « Alors, je te ramène à la maison. » Charlot, tu m'avais promis. C'est moi qui dois décider. Moi. Oui, moi. Charles, de nouveau, sentit une fièvre bizarre lui brûler le sang. Et, de nouveau, il chercha un secours dans le vin et dans sa bonne éducation. Ada ne remarqua pas combien sa voix se brisait tandis qu'il baisait la main qu'elle avait posée sur son bras en guise de protestation. « Adelie, je te demande pardon. » Et maintenant, laissons courir le temps. Courir, le terme ne convient guère. En tout cas, il ne convient pas à Charles. À partir du jour où Sadolie le quitta, le temps pour lui se traîna. Chaque heure lui pesait, et sa vie bientôt ne fut plus qu'un supplice, une lente brûlure, une érosion du cœur, mais il camouflait ce ravage derrière un masque de bonne santé qui eût alerté toute autre femme qu'Ada. Car il continuait de voir Ada, elle continuait de lui téléphoner. Ils se rencontraient dans leur bistrot ou bien au bar du Meurice, dont Ada aimait le décor anglais. Assis auprès d'elle, tout près, retenant dans ses 2 mains la petite main fraîche qu'elle lui abandonnait, respirant son parfum, absorbant du regard les lumières de sa peau et de sa chevelure, jouant avec une manière d'héroïsme le jeu cruel qu'elle lui imposait, il était aussi longtemps qu'elle le lui permettait, un homme sauvé, donc heureux. Il écoutait Ada broder à l'infini sur les rêves qu'elle n'avait pas eu le temps de lui téléphoner. Il regardait sa bouche, il regardait son cou, ses tempes, et il se demandait jusqu'à quand tout cela durerait. Jusqu'à quand? Jusqu'où? Mais enfin, comment peut-il te plaire? Il a tant besoin de moi. Il est si... comment dire, si détérioré. Détérioré? Oui, Charlot, ça te paraît bizarre? Toi qui es si fort, si sain, que ça puisse exister un homme comme lui, dis? Est-ce que tu es sûr que c'est un homme, ton type? T'as raison, c'est exactement la question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est un homme? Elle détacha chacun de ces mots d'une voix suave, et sa figure dressée baignait dans une volupté qu'un observateur moins égaré que Charles eût jugé quelque peu suspect. Il est un peu comme ça, sur les bords? Qu'est-ce que tu vas chercher? Mais non, il n'est pas comme ça. Il est fragile, c'est tout, et douloureux. Il a eu une enfance horrible, des parents abominables, une grand-mère. Sa grand-mère, je la retiens. Celle-là, alors quel monstre. Et c'est de sa grand-mère qu'il t'entretient pour te séduire? Sous les paupières baissées de sa femme, Charles vit glisser jusqu'à lui un regard pâle, impénétrable et somme toute assez méprisant.
Tu ne peux pas comprendre, toi. Tu as tout eu. Lui, rien. Non, non, c'est faux. C'est lui qui a tout. Il t'a... Charlot, ça ne va pas? Il sentit que vraiment, il n'allait plus pouvoir tenir son rôle de gentleman. C'était comme si à l'intérieur de lui, de ce bel homme de 42 ans, bien sanglé dans ses expressions respectables, dignité, fierté, honneur, self-control, un autre homme, lamentable et recroquevillé, s'était mis à gémir. Il eut un geste insensé, il jeta autour d'eux un regard un peu fou, mais qui vérifiait s'il n'était pas l'objet de quelque surveillance. Puis, comme un nageur qui prend sa respiration avant de plonger, les yeux clos, les narines dilatées, il se baissa, enserra la taille d'Ada, enfouit son visage contre elle, presque sur ses genoux. Et là, dans ce giron si douillet, et où il voulut s'abîmer, il s'écroula un instant. Oui, un tout petit instant, pas plus de 10 secondes. Et il murmura pour lui tout seul. Non, Ada, ça ne va pas du tout. Mais elle l'entendit. Et comme elle avait, elle aussi, un don incontestable pour les élans absurdes et inattendus, elle referma ses bras sur cette tête d'homme naufragé. Et elle dit, dans une sorte de chant très bas et très doux: Charlot, mon petit Charlot. Mais déjà, il s'était redressé et maîtrisé. Et quand Ada le quitta, aérienne et tendre selon son habitude, il ne remarqua pas qu'elle le considérait avec dans l'œil une lueur intriguée, gourmande, neuve. C'est seulement une semaine plus tard qu'il flancha. Si Charles flancha, c'est parce que Ada, un soir, revint avenue Élysée-Reclus. Charles ne l'attendait pas. Il n'avait même pas rendez-vous avec elle dans un de leurs restaurants favoris. Ils fumaient, plus sombres que jamais, couchés sur leur lit, se souciant comme d'une guigne de souiller la courte pointe avec ses pieds crottés. Il pleuvait et Paris toute la journée n'avait été qu'une cataracte. Ada débarqua sans crier gare, trempée elle aussi, en dépit d'un ciré blanc qui lui donnait l'air d'une sirène qui aurait volé le harnachement du pêcheur. Ses cheveux mouillés dessinaient de gracieux signes sur ses joues et sur son cou. Elle embrassa son mari avec un plaisir si évident qu'il resta suffoqué, incapable de dire quoi que ce soit, de faire le moindre geste. Assommé par la joie, il restait sur son lit, et son visage, balayé par les cheveux d'Ada, ruisselait doucement. Tu es revenu? Tu vois bien? Alors il se leva, presque solennel, à force d'émotion. Il détacha une à une les agrafes du ciré d'Ada. Ada se laissa faire, lui laissa enlever tout ce qui se trouvait sous le ciré. Ils sombrèrent enlacés dans le lit de leur bonheur. Et Charles, étreignant avec une sorte de démence délicate et brisée le corps si précieux de sa femme, se demandait si pour de pareilles retrouvailles, il n'était pas normal et même indispensable de souffrir comme il avait souffert. Mais à peine émergeait-il des bras l'un de l'autre, à peine sentait-il en lui la tempête s'apaiser, qu'Ada, redressée sur un coude et lissant ses cheveux humides, annonça: Je suis venue chercher des vêtements de sport. Je pars à la campagne avec Alyosha. À la campagne?
Mais voyons, Charlot, qu'est-ce que ça a d'extraordinaire, la campagne? Tu quittes Paris? Tu quittes Paris? Tu me quittes, moi? Pour de bon? La perspective de journées vertigineusement vides, sans téléphone d'Ada, sans rendez-vous avec elle, se dressait devant lui. Et c'était comme une prison, comme un mur de glace. La désolation. Ada, ça ne va pas pouvoir durer. Tu entends? Elle entendait. Elle eut de beaux sourires vagues. Elle se blottit artistement contre son mari, accepta une nouvelle étreinte, presque furieuse celle-là, mais qui n'empêcha point d'empiler comme prévu chandail et pantalon dans une valise qu'elle pria Charles de fermer. Quand elle le quitta, toute rayonnante de tendresse, elle dit: Je te fais signe très vite. Demain ou après-demain, dernier délai. Mais ni le lendemain, ni le jour d'après, Charles n'eut de ses nouvelles. Alors, il perdit toutefois tout courage. Il se dit qu'il avait bel et bien perdu celle qu'il aimait plus que la vie. Il se dit aussi qu'il avait été idiot, fou et lâche, et il se détesta avec passion. Puis, il décida d'en finir d'une façon ou d'une autre. Il téléphona à son employeur qu'il était très, très gravement malade et qu'il devait entrer en clinique. Et tandis que l'autre, tout compatissant, demandait s'il pouvait l'assister en quoi que ce soit, Charles, d'une voix d'outre-tombe, répondit: « Merci, vous êtes trop bon. Personne ne peut plus rien pour moi. » Sur les interjections pleines de sympathie de M. Étienne Calvoire, des turboréacteurs, il raccrocha. Puis, dans le même élan destructif, débrancha le téléphone. Puis il emplit soigneusement une petite valise de linge frais, de chandail de cachemire, ferma tous les volets de l'appartement, coupa le courant électrique, et sans prévenir la concierge, il mit les voiles. Quand il s'installa au volant de sa voiture, il ignorait encore vers quoi il partait. C'est seulement en se retrouvant porte de la Chapelle qu'il comprit qu'un instinct plus fort que lui l'entraînait vers la Picardie, patrie d'Ada. Pour retrouver l'infidèle, me demanderez-vous, pour l'arracher à son sein médiocre, à son chlorotique amant de pacotille, pour se conduire en âme et massacrer les fuyards? Oh non, non, non. Et d'abord, Charles ne savait pas si la campagne choisie par Ada pour ramener des couleurs sur les joues de son peintre, Vermillon ou Terre de Sienne, était celle de son enfance. Il était même à peu près sûr du contraire. Ada n'avait pas donné d'adresse. C'est donc qu'elle n'avait pas dû dépasser la vallée de Chevreuse, ou Milly-la-Forêt. Si elle avait préféré Onnival, elle l'aurait dit avec sa candeur familière. Mais non, de toute façon, elle n'avait pas choisi Onnival. Onnival, c'était comme Saint-Valery, comme eux, et même Mers, et Dieppe, et Ménilval. C'était à Charles et Ada, à eux seuls. Ah, Charles, Ada, Charles, Ada, Charles, Ada. Il s'installa à eux, à l'hôtel du Vimeux qui donnait d'un côté sur la halle, de l'autre sur la collégiale, où 12 ans auparavant mademoiselle d'Onnival s'était liée à lui, pour le meilleur et pour le pire. Installé à la terrasse du même hôtel, devant 2, puis 3, puis 6 alcools un peu raides, il laissa sa mémoire venir au secours de sa détresse. 2, il gagna Mers, puis Onnival, puis Saint-Valery. Il entra dans chaque café, dans chaque brasserie. Il buvait et il rêvait. Et il buvait encore. Et il rêvait de nouveau. Cela dura
4 jours. Cette course au souvenir de bonheur. Le 4e jour, sa cravate malgré tout un peu de travers, Charles faisait les bouges de Dieppe. Là, en compagnie de personnages plus résistants que lui, marins ou mauvais garçons, je ne sais plus, il prit une cuite de première grandeur, de sorte que, lorsqu'il se retrouva dans l'agitation des rues, poursuivant encore son petit fantôme bien-aimé, il ne remarqua pas un certain camion. Avant de perdre connaissance, il eut le temps de penser « Ouf, enfin, je vais pouvoir la retrouver dans ses rêves et mon cauchemar est fini. » Mais il ne mourut pas. Il resta seulement 3 jours dans le coma, qui doit être un joli endroit où était un toboggan, une balançoire, un édredon, à moins de ressembler au cœur d'une omelette norvégienne. Revenu à lui, il s'aperçut qu'il occupait le lit numéro 12 et entendit vaguement que le lit en question appartenait à l'hôpital de Dieppe. Il avait la tête dans un cocon de pansement, une jambe suspendue à une étrange crémaillère. Ses mains dignes de Lazare étaient emmaillotées de bandelettes et son thorax aplati, écrasé. Au pied de son lit, il y avait Ada qui pleurait entre ses cheveux. « Comment m'as-tu retrouvé ?» J'ai rêvé. J'ai rêvé tout ce qui est arrivé. J'en étais sûr. Ne parle pas, Charlot. Ne parle plus. Laisse-moi te sauver. Je t'aime. Oh là là. Si tu savais comme je t'aime. Tais-toi. Tais-toi. Il n'opposa aucune résistance. Il s'abandonna, ni chair, ni poisson, ni animal, ni végétal, ni vivant, ni mort. Tout juste un homme cassé en petits morceaux. Et cela par amour. Il s'abandonna à sa Dolly devenue infirmière, ou plutôt nurse, et qu'il appelait mon bébé, quand elle croyait qu'il ne pouvait l'entendre. Il la laissa verser entre ses dents, à moitié crochetées, petite cuillerée à petite cuillerée, les potions qui devaient le guérir. Il lui permit de le laver patiemment, délicatement, de le coiffer, mais bien sûr seulement quand on lui enleva son turban de bande velpeau, de le frotter de pâte adoucissante. Bref, à cette femme qui le couvait dans le ravissement inné de la dévotion, il fit encore un cadeau, le plus beau, le plus généreux, le plus roué. Il devint son enfant. L'accident de Charles Massat remonte à 3 ans. On m'a dit qu'il ne s'en remettait pas, qu'il ne travaillait plus qu'à mi-temps et qu'il ne marchait qu'avec une canne d'acier. En revanche, il paraît qu'Ada n'a jamais été plus belle, ni plus amoureuse de son mari. Quant à Raoul, le peintre, il est toujours méconnu.